Oh tiens, bonjour Internet. Mais ça tombe bien que vous soyez là, voyez, parce que j'avais envie de revenir un petit peu avec vous sur ma dernière vidéo sur la résistance. Dedans, j'essaie d'y expliquer globalement ce qu'est la résistance française sous l'occupation, mais de manière très générale, sans rentrer dans les détails. Sinon on arrive facilement à des trucs de 2 heures et tout le monde repart se coucher. Et pourtant, il y a quand même 2-3 petites choses bien spécifiques dont j'avais envie de parler avec vous. Alors voilà ce que je vous propose, on va se prendre quelques minutes, tranquille, posé, on va s'installer, on va s'asseoir, on va se détendre, sans stress, et on va revenir là-dessus. On y va. Donc comme on l'a vu dans la précédente vidéo, dans les pays occupés par les Allemands, dès le début, des signes de protestation apparaissent, et notamment sur les murs, support ô combien privilégié pour exprimer la rage de l'homme de la rue. En France, on voit apparaître des graffitis « Vive de Gaulle », dans le Nord ou en Belgique, des RAF en hommage aux pilotes de la Royal Air Force britannique. Aux Pays-Bas, des W en soutien à leur reine Wilhelmine. Mais à Londres, où s'organise la propagande anti-allemande et où se rejoignent en même temps les expatriés de tous les pays occupés, on se dit qu'il serait peut-être intéressant de trouver un signe commun à tous, qui deviendrait le symbole de l'insoumission face aux forces d'occupation allemandes. Ce signe, ce sont les speakers de la radio belge que la BBC accueillait en son sein, qui le trouvèrent en janvier 1941. Un signe tout simple, une seule lettre, facilement reconnaissable et rapide à écrire, ayant un sens universel, le V. La première lettre des mots victoire en français, victory en anglais, et frigide, qui quand il est bien prononcé veut dire liberté en flamand et en néerlandais. Et très vite, ce signe remportera un franc succès, on le voit surgir sur les murs de tous les pays occupés. Les plus courageux vont même jusqu'à en inscrire directement sur les voitures allemandes. Ce qu'on peut aussi s'amuser à faire d'ailleurs, c'est entourer le V des Verboten, qui fleurissent un petit peu partout. Verboten, ça veut dire interdit en allemand. C'est un mot relativement en vogue sur les affiches à ce moment-là. Il faut dire que cette lettre, en plus d'être très facile à crayonner, peut se décliner de toutes les manières. Elle devient très vite un signe fait avec les mains, puis même un son. Dans l'alphabet Morse, la lettre V se traduit par 3 sons brefs et un long. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça correspond entre autres au thème rythmique de la célèbre 5e symphonie de Beethoven, qu'on appelle également la symphonie du destin. La symbolique est bonne, non? Sachant que le chiffre 5, en chiffre romain, ça s'écrit avec un V! Ce V en morse sera arrangé sur le thème du destin et se démocratisera dans diverses émissions européennes de la BBC, notamment la fameuse « Les Français parlent aux Français », qui servait, entre autres choses, à envoyer des messages codés à la résistance intérieure en France. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Et devant ce succès énorme, la propagande allemande menée par le ministre Joseph Goebbels va essayer de se réapproprier le symbole, arguant que le V, ça pourrait tout aussi bien être la première lettre de Victoria, un vieux mot en haut allemand pour victoire. Une grande campagne de com se lance et ils vont même jusqu'à installer de grandes banderoles sur les monuments des grandes villes occupées, célébrant la victoire allemande sur tous les fronts. Mais cette contre-offensive sera loin de remporter le même succès et se couronnera finalement par un vrai bide. Mais les lettres ne sont pas les seuls messages de dissidence qui s'affichent sur les murs. La croix de Lorraine, par exemple, que le général de Gaulle va prendre pour emblème dès le début de l'occupation pour l'opposer à la croix gammée nazie, remporte également un vif succès. On peut même mixer les deux si on veut. Et certains se lancent même dans des messages un petit peu plus inspirés, comme certains membres du mouvement Combat qui comptent dans ses rangs pas mal de royalistes, et qui vont une nuit pénétrer dans le parc du Pérou à Montpellier et inscrire sur le socle de la statue de Louis XIV « Moi, je n'aurais jamais collaboré ». C'est classe. Bah, si, c'est classe, quand même. Si. Dans cette guerre donc, où l'image et le symbole jouent un rôle crucial, les manifestations patriotiques françaises posent évidemment un vrai problème aux Allemands. En premier lieu, les célébrations de la victoire de la France sur l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Les forces d'occupation décident donc que le 11 novembre ne sera plus un jour férié et que tout défilé célébrant l'armistice de 1918 sera interdit. Si les Français veulent rendre hommage à leur mort, ils le feront le 1er novembre pour la Toussaint, et c'est tout. Et pourtant, le 11 novembre 1940, des tracts circulent dans certaines universités et certains lycées de Paris, appelant à se rassembler malgré l'interdiction pour défiler jusqu'à la tombe du soldat inconnu. Plusieurs gerbes y ont été déposées déjà très tôt dans la matinée, mais en fin d'après-midi, c'est pas loin de 3000 jeunes, étudiants, lycéens et autres qui se retrouvent sous l'Arc de Triomphe. On y chante la Marseillaise, on y crie Vive la France et même Vive de Gaulle. L'armée allemande est présente mais n'ose pas intervenir trop violemment. Les Allemands espèrent encore ne pas se faire trop mal voir de la population. En fait, ce sont de jeunes Français pro-nazis qui vont entamer les hostilités. Des incidents vont éclater entre eux et les manifestants, l'armée allemande va finir par s'en mêler et va carrément tirer dans la foule. La manifestation est finalement dispersée et les universités restent fermées pendant plusieurs jours derrière ça. Plusieurs centaines de personnes sont arrêtées et on compte même plusieurs morts. Mais cet événement est considéré aujourd'hui comme le premier acte de résistance en groupe de la guerre. Encore plus courageux sont les maquisards de l'Ain, qui le 11 novembre 1943, donc là le contexte n'est pas le même, toute la France est alors occupée par les nazis, et les rafles et descentes à l'encontre des résistants sont à leur apogée. Mais ces mecs-là décident quand même, eux aussi, de fêter l'armistice de 1918.
Dans tout le département, des gerbes sont déposées sur les monuments aux morts, avec à chaque fois la même inscription, les vainqueurs de demain à ceux de 14-18. Mais c'est à Oyonnax, deuxième plus grande ville du département, que ça va prendre la forme la plus impressionnante. Le maquis de l'Ain et du Haut-Jura se rend maître de la ville avec la complicité de la police et de la gendarmerie locale, et vers midi, ce sont près de 200 maquisards qui défilent dans les rues de la ville au son du clairon, en armes et en tenue uniformisée, portant un drapeau français marqué de la Croix de Lorraine. Pour les maquisards, en plus d'envoyer un message assez évident aux Allemands, cette action leur permet de se présenter non pas comme des terroristes réfugiés dans les montagnes, mais comme une armée régulière et légitime, d'où l'importance de défiler comme des militaires et en tenue uniformisée. Par la suite, l'événement a un retentissement énorme et arrive même jusqu'aux oreilles de Churchill. La réponse des occupants ne se fait donc pas attendre. Les Allemands arrêtent une centaine de personnes qui seront pour la plupart déportées ou fusillées, comme le maire de Oyonnax lui-même, Paul Maréchal. Toujours dans l'idée de restreindre les célébrations de la victoire de 1918, de nombreux monuments aux morts seront détruits, au moins partiellement, par les forces d'occupation durant toute la guerre. En premier lieu, ceux dont les sculptures mettent en scène une défaite humiliante pour les Allemands, mais aussi ceux consacrés aux armées coloniales, comme le monument aux héros de l'armée noire à Reims. Il faut dire que la célébration de soldats africains ne correspondait pas trop aux idéaux de pureté aryenne prônés par les nazis. D'ailleurs, quand l'armée allemande envahit la France au printemps 1940, les soldats noirs ou arabes sont en général traités beaucoup plus durement que les prisonniers blancs. Des massacres de tirailleurs sénégalais ont même lieu, comme à Chasselet près de Lyon, où près d'une cinquantaine de prisonniers africains ont été hachés menus à la mitrailleuse, voire même écrasés par des tanks. Ces soldats français d'Afrique et du Maghreb sont systématiquement calomniés par la propagande allemande, qui en fait des êtres perfides et cruels, et crient à qui veut l'entendre qu'ils sont en grande partie responsables de la défaite éclair de la France. Thèse qui, il faut bien l'avouer, est partagée par de très nombreux Français de l'époque qui se rangeront derrière le maréchal Pétain. À Chartres, les nazis veulent même forcer le préfet de l'Eure-et-Loire à signer un document qui accuse les tirailleurs sénégalais d'avoir commis des atrocités sur des civils dans la région pendant la débâcle, au simple motif que les violences commises offrent toutes les caractéristiques de crimes commis par des nègres. Le préfet refuse, il est alors frappé, molesté puis enfermé par les Allemands. Il tentera de se suicider en se tranchant la gorge, mais évitera finalement la mort de peu. Il gardera cependant une cicatrice toute sa vie, qu'il s'efforcera le plus souvent de cacher derrière une grande écharpe. Ce préfet, il s'appelait Jean Moulin. Révoqué de sa fonction par Vichy, il entrera bientôt dans la Résistance, où il jouera un rôle plutôt important. Un autre exemple de symbole fort de protestation est le port de l'étoile jaune par des personnes non juives, en soutien par solidarité avec les juifs qui, eux, étaient obligés de la porter. Et là, il faut bien imaginer tout ce que ça peut impliquer pour se rendre compte du courage de ces personnes. Parmi eux, on compte un certain nombre de prêtres qui vont prendre position individuellement au milieu de la politique très ambiguë du Vatican. Plusieurs témoins rapporteront aussi une histoire encore plus symbolique, celle de la messe de minuit de Noël 1942 à Montbéliard dans le Doubs, où l'abbé Jean Fleury va faire coudre une étoile jaune sur les vêtements de Marie, Joseph et même de l'enfant Jésus dans la grande crèche qui orne le fond de l'église, alors que des Allemands sont présents lors de la célébration. Au-delà de ça, malgré une certaine connivence des hauts dignitaires de l'église française avec le gouvernement de Vichy et sa politique de collaboration, un certain nombre de prêtres, un peu partout en France, vont s'insurger contre le port de l'étoile jaune et les grandes lois antisémites. Quelques rares évêques même, comme Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, mais également l'évêque de Marseille, celui d'Albi, de Bayonne, de Montauban, ou avec un peu plus de réserve, le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon. D'autres, notamment ceux qu'on appelle alors les azous, portent volontairement l'étoile jaune plus par défi envers les autorités que par réelle solidarité envers les juifs. Les azous, dans les années 40, ce sont des jeunes gens qui se plaisent à afficher une attitude marginale et anticonformiste, portant des tenues chic mais trop larges, se promenant avec un parapluie qu'ils n'ouvrent jamais, ou s'exprimant à la manière de dandys anglais. Ce sont des sortes de hipsters de l'époque en fait, des hipsters avant les hipsters, des sortes de supra-hipsters donc. Fans de jazz et américanophiles, ils se veulent aussi cyniques et insoumis envers l'autorité, qu'elle soit française ou allemande. Aussi organisent-ils des soirées jazz pendant les couvre-feux dans le quartier latin, et aussi certains d'entre eux portent-ils par des fiches une étoile jaune sur laquelle ils inscrivent Zazou, ou Swing, ou Goy. Considérés comme des dégénérés par les Allemands comme par les vichistes, beaucoup d'entre eux seront arrêtés, enfermés, voire déportés. Et voilà, j'ai évoqué tout ce dont j'avais envie de vous parler, je crois. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt.